Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de Point Cannes. Point Cannes, vous le savez, c'est le point sur les faits marquants, les instants de jeu, constats et analyse donc des matchs de la veille. Sur ce plateau, avec moi aujourd'hui, il y aura Anissé Yala. Bonjour. Bonjour Aïssa, messieurs, bonjour. Nous retrouvons également Alfred Mibali. Bonjour. Bonjour Aïssa. Et pour finir, Georges Alexis Dada. Bonjour Georges. Bonjour Aïssa Laure Mesa. Alors, donc, les matchs du mercredi 26, nous avions Nigeria, Guinée, Ouganda, Zimbabwe, Égypte, RDC. Avec ces experts, nous allons donc décrypter, nous allons analyser et nous allons vous faire le plaisir de discuter pendant 30 minutes de ces matchs qui se jouent du côté de l'Égypte qui abrite l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Sans plus attendre, messieurs, on va rentrer direct dans le vif et c'est déjà pour parler donc du Nigeria qui assure la qualification pour les huitièmes de finale, Anissé. Oui, un Nigeria qui reste égal à lui-même, un Nigeria qui donne l'impression de ne pas toujours forcer, mais comme on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est un liquide. Attention au Nigeria qui est en train de prendre des marques et qui vient justement là de se qualifier, peut-être pas brillamment, mais d'obtenir son ticket dans tous les cas pour les huitièmes de finale. Alfred? Oui, un Nigeria qui confirme son statut de favori de cette compétition, un Nigeria qui a une histoire, qui justifie parfaitement cette histoire. Elle a 3 titres à son profit et avec Garnet Rohr à la baguette, elle confirme tout le bien que l'on peut penser d'elle. Oui, je dirais à mon tour que le Nigeria, les Super Eagles ont fait le job. Ils ont rendu une copie comptable au-dessus de la moyenne, 2 sur 2, vous l'avez retenu. Eh bien, dans le contenu, on peut encore redire sur des errements défensifs et quelques finitions. C'est ce que j'ai envie de dire. Le Nigeria va en huitième de finale, mais je reprends donc sans convaincre quand même sur ce match face à la Guinée. 1-0, ils ont fait le job, oui, le plus petit score, mais c'est sans convaincre quand même, de mon avis. Oui, voilà, sans convaincre, mais l'essentiel est là. Et ils ont pu scorer, et ils ont 6 points déjà en 2 matchs. Je crois qu'ils sont tranquilles et loin déjà la 3e rencontre. Pourquoi pas essayer d'aller faire la première place et laisser la cuillère de bois pour les autres. Anissé? Oui, le Nigeria est une équipe qui a construit sa légende, si on peut en parler en termes de légende, sur la puissance. Oui. Ils vont à l'essentiel, c'est exactement ce qu'ils sont en train de démontrer. C'est pour cela cette équipe, jouant dans le critère qui lui est tout particulier, me donne de dire qu'elle peut aller loin. Les vitesses, les individualités, l'expérience se finissent en payer face à une équipe de Guinée où il y avait quand même des ailiers sur des ailiers qui ont permis de se méfier quand même pour Gernot Rohr qui a reconnu que côté Guinée, il y avait quand même beaucoup de vitesse au niveau des ailiers, qu'il y avait également aussi le physique, la dimension physique des attaquants de l'équipe adverse. Oui, la Guinée est une nation qu'il ne faut pas négliger. On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce qui compose un peu cette équipe. C'est un effectif où pratiquement l'essentiel de cet effectif évolue en hexagone ou dans les championnats européens. Donc c'est un adversaire qui a un plan de jeu, qui est un sélectionneur relativement expérimenté au niveau du continent. Non, il ne fallait pas négliger cette équipe et quoiqu'au service minimum, mais cette équipe de Nigeria a fait l'essentiel, c'est-à-dire glaner les points suffisants qui lui permettent aujourd'hui d'être qualifiée, la première équipe qualifiée de cette compétition. Voilà. D'accord, donc pour Gernot Rohr, la stratégie payante, il fallait gagner à tout prix, il fallait assurer l'essentiel. Oui, Gernot Rohr, vous savez, il a l'ADN allemand, et il va à l'essentiel. Gernot Rohr ne va pas s'embarrasser, j'allais dire, de paillettes et de fanfreluches. L'essentiel, c'est de gagner. Ils ont les 6 points et il attend le prochain adversaire. Alors, gagner un match, c'est mettre un but de plus que l'adversaire. Oui. Je pense que Rohr, dans le choix qu'il a fait, il est plus ou moins gagnant pour l'instant, parce que ce qu'on regarde, c'est peut-être le score étriqué par lequel le Nigeria gagne tout le temps, mais jusqu'ici, on ne dit pas trop que le Nigeria n'en prend pas non plus. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est solide défensivement, et on ne peut pas être solide défensivement si on n'est pas un bloc, s'il n'y a pas un tout.
D'accord. Nous allons passer à présent, et cette fois-ci, on va parler de... Il y a la CAN, c'est vrai, mais il y a ce problème qu'on ne peut pas taire, les primes de match, le péché africain. Écoutez, c'est à mon sens une situation ubuesque qui nous met à la risée de l'international. Je veux parler des pays africains qui c'est toujours récurrent, des problèmes de primes. Quand il y a des compétitions au plan international, il faut peut-être réinvestir des fédérations d'éthique qui sont véritablement soucieuses du devenir, du bien-être de nos joueurs, les ambassadeurs, et revoir également le mode de gestion, de gouvernance, pour qu'on puisse gommer à tout point de vue ce genre d'errements qui ne font pas la fierté de l'Afrique. On va finir par dire avec le bon résultat du Cameroun, parce que le Cameroun était concerné par cette affaire de prime. On va quand même dire avec le bon résultat du Cameroun qu'il est, je rejoins donc Alexis Bada, qu'il est plus que nécessaire de régler cela, même si le Cameroun l'a fait avant le départ pour l'Égypte. C'est une constante, hein, comme l'a dit Alexis, au niveau des pays africains. Plus vers les pays, j'aurais tendance à dire, du Sud. Oui. Oui. Alors, plus que des problèmes économiques, c'est beaucoup plus l'approche organisationnelle. Parce que ces problèmes de primes ne se règlent pas ou ne se discutent pas au moment de la compétition. C'est des choses qui doivent être bien établies bien avant le départ en compétition majeure. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est que dans l'organisation de nos équipes, ces questions sont débattues très tard, même si pour le cas du Nigeria, il y a eu effectivement pour ce pays la nécessité de contrebalancer, vous qui êtes très attentionné au foot féminin, régler les différentes primes promises à l'équipe nationale féminine qui était en compétition mondiale avant de se soumettre aux exigences de cette sélection masculine qui a bien voulu, par professionnalisme, suspendre de quelque part cette situation et se concentrer à ce match contre la Guinée. Ouais. Est-ce que vous pensez de vos anneaux avec l'évolution qui se fait en ce qui est du football? D'ailleurs, même la CAF également montre bien l'importance de bien entretenir, n'est-ce pas, les champions et les qualifiés. Est-ce qu'on peut penser que ce péché africain, on va pouvoir un jour en venir à bout? Anissé. Bon, on voudrait croire que oui, mais le gros du problème, c'est parce que les fédérations aujourd'hui ne sont pas des fédérations autonomes. C'est des fédérations qui ne sauraient vivre en réalité sans le soutien et la subvention de l'État, ce qui n'est que normal. Oui. Mais cette subvention devrait-elle arriver sous la forme actuelle? Enfin, je parle peut-être un tout petit peu de ce que je peux savoir. Je ne pense pas. Une fédération qui n'est pas autonome est une fédération inévitablement dépendante. Ouais. Donc la promesse qui peut être faite à ces jeunes peut trouver une oreille pas très attentive à un niveau supérieur. Et ça va donner de gripper toute la machine. Donc tant que nos fédérations ne seront pas indépendantes, je crains fort que nous ne soyons pas sortis de l'auberge. Oui, on va demander humblement à ces messieurs de soigner l'image de marque de nos fédérations. Vous savez, aujourd'hui, le football, c'est pratiquement la guerre des temps modernes. Oui. Donc, à travers le football, on peut vendre son image de marque. D'accord. Alors, parlons d'image de marque à vendre, parlons aussi du fait justement qu'il y ait suffisamment de visibilité sur les acteurs qui jouent leur football sur les différents stades retenus du côté de l'Égypte. On va parler de la Guinée, un réservoir de talent pour les observateurs. Oui. La Guinée est un réservoir de talent, mais la Guinée peine toujours dans cette CAN. Oui, réservoir de talent, c'est vrai, mais il faut une équipe. Oui. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de vedettes, si vous n'avez pas une équipe, vous ne pouvez pas aller loin. Exemple de Naby Keïta. On se souvient encore de l'époque glorieuse de Titi Camara et autres, Pascal Feindouno, qui faisaient les beaux jours de cette équipe. Aujourd'hui, Nabil Keïta, qui est le fer de lance de cette équipe, épaulé avec Kamano, pourrait faire l'affaire, mais il manque encore cette communion ensemble, une équipe véritablement qui peut lever le curseur pour nous donner quelque chose de concret. Jusque-là, ça piétine avec déjà, vous l'avez vu, 2 buts partout face à l'équipe
de Madagascar. Oui. Et encore une défaite à la clé face au Nigeria. Je crois que ça commence par faire tâche. On l'a vu Valérie, effectivement, hier, Naby Keïta, mais comme on dit, il ne peut pas faire le job tout seul à Nice. Oui, il est clair que faire le job tout seul lorsqu'on est dans un sport collectif, c'est vraiment pas évident. Ouais. Mais il faut aussi retenir que c'est un Naby Keïta qui relève de blessures. Hein. Il a donné le meilleur de lui. Certainement qu'on en attendait plus, mais il ne peut pas faire mieux que ce qu'il avait à faire. Maintenant, réservoir... effectivement, en Afrique, on a beaucoup de qualités, surtout de qualités techniques qui nous paraissent même intrinsèques. Ouais. Maintenant, ces qualités individuelles, il faut bien arriver à les faire fondre dans un moule. C'est malheureusement ce qui ne prend pas pour l'instant côté Guinée. Une Guinée, donc, on va dire, avec donc, de riches individualités, mais au finish, pas pour grande chose, hein, à ce qu'il semblerait. Oui, Raïssa, vous faites bien de parler de ce cas de Naby Keïta qui illustre un peu l'un des problèmes de cette équipe, c'est-à-dire, oui, le potentiel, le ratio potentiel et résultat n'est pas toujours obtenu par cette nation, ce qui est une grosse perte, hein, c'est un gros déchet pour cette équipe. Et la gestion de Naby Keïta, un peu l'illustration de cette situation. Voici quelqu'un, quel que soit son statut, qui est arrivé à 35% de ses capacités physiques. On sait qu'il était blessé depuis un certain nombre de temps, mais l'organisation tout autour de cette équipe a mis du temps à pouvoir se prononcer derrière la situation de ce joueur, ce qui a créé quelque part un remous dans ses effectifs. Et je ne sais pas si sur le plan mental, effectivement, tout ceci n'a pas joué en défaveur de cette équipe guinéenne et de son énorme potentiel. Ouais, Paul Putz n'a pas encore trouvé l'osmose, c'est-à-dire que les techniciens individuels tels que Naby Keïta qui devrait théoriquement mettre cette technique individuelle au service du collectif. Mais pour Paul Putz, après, il est selon lui important et comme il le disait déjà en conférence de presse hier, la Guinée, les joueurs aujourd'hui de la Guinée veulent faire quelque chose pour leur pays, mais souhaitons-leur de trouver la formule pour la prochaine sortie. On va venir sur ce match RDC-Égypte. Égypte-RDC, groupe A, c'était aussi hier 2-0. Les Pharaons souverains à domicile et devant leur public. Écoutez, l'Égypte, il faut le dire, hein, s'est forgé la réputation d'une machine à gagner avec déjà 2 sorties, 2 victoires éclatantes du reste. Le minimum, c'est 2 buts. Je ne sais pas si ça va monter crescendo. Qu'à cela ne tienne, le public, l'environnement, c'est une équipe structurée qui se repose quelque peu aussi sur ces fers de lance qui sont en attaque, qui ont déjà répondu présent. Je fais allusion donc à comment s'appelle la force offensive de cette équipe, voilà, déjà. Et sans oublier que les 2 attaquants sur lesquels repose la force offensive ont déjà fait mouche. D'accord. Les Pharaons souverains à domicile, tout ceci entre un peu dans le cadre de la prédominance quand le football maghrébin, lorsqu'il assume un peu ses compétitions. Il faut se rappeler que l'Égypte, c'est sa 5e compétition qu'elle abrite. Alors sur les 4 premières organisées, elle en a rapporté 3. Donc tout ceci nous semble fort logique au regard du passé fort élogieux de ce pays. Mais il faut peut-être ajouter aussi que cette équipe jusqu'alors n'a pas encore encaissé de but. Elle a une défense étanche avec un gardien de but qui assure. Et un gardien de but qui assure donc le clean sheet, comme on le dit d'une manière prosaïque. Des pharaons souverains, quoi de plus logique, hein, qui plus est, parce que c'est quand même des pharaons qui évoluent sous les pyramides. Donc vous comprenez qu'avec la chaleur qu'il y a autour, avec la qualité qu'on reconnaît à cette équipe-là, avec un joueur qui sait que sur le plan individuel, il a quelque chose à aller chercher, Mohamed Salah pour ne pas le citer, on ne peut pas s'étonner que cette équipe commence à dérouler. Mohamed Salah qui d'ailleurs a ouvert son compteur de but. Oui, Mohamed Salah, c'était prévisible. Il a fait le job, il a ouvert son compteur de but. Moi, j'aime bien ce garçon
qui a un toucher de velours, la vivacité, la prise d'initiative, le contrôle rageant, et très adroit devant le but. Je pense qu'il a quelques gènes de Messi, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On reconnaît en lui la qualité du gaucher, notamment sur les contrôles de balles, et cette faculté d'improviser, de masquer le geste. On l'a vu sur ce but où il met le ballon dans le coin, le petit filet. C'est le talent à l'état pur, mais je voudrais, sur cette action, voilà, on voit, hein, il masque, il rentre le pied au dernier moment, ce qui masque un peu sa frappe. Vous voyez là, il fixe Tisserand, le dernier rempart, ensuite masqué dans le petit filet, cette frappe. Oui, c'est le talent pur. Salah. Jouer à domicile avec déjà 3 victoires, Salah a certainement l'envie, cette fois-ci aussi, d'offrir de nouveau un titre à l'Égypte. Oui, bien sûr, c'est un des leaders techniques, ce qui n'est que logique. Il est aujourd'hui vainqueur de la Champions League. Il est un des joueurs les mieux positionnés pour le Ballon d'Or africain. Oui. Il a donc pour lui, en plus, la facilité, l'aisance qu'il peut avoir à contrôler un ballon et à se débarrasser des adversaires. Il a pour lui tout intérêt à porter cette équipe parce qu'il en a les moyens, parce qu'il le sait que la population égyptienne l'attend. Ce n'est pas, à mon sens, une pression supplémentaire qui va se mettre sur le dos. C'est plutôt une responsabilité qu'il a les moyens d'assumer, et il n'y a que ça qui lui donnera d'être encore plus dangereux. Avec ça, l'Égypte est en mode, quand même pour cette CAN, l'Égypte s'est mise au départ en mode diesel, parce que face au Zimbabwe, ils ont quand même peiné, là ils sont en train de lancer. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que c'est lancé cette fois-ci pour de bon? Oui. On a dit la même chose du Nigeria, on a dit la même chose du Cameroun. Vous constatez la particularité de ces équipes, ce sont les favoris. Voilà. Nous avions ici Cédric Mapangou qui nous disait dans la préparation, il ne faudrait pas s'étonner aussi, dans la préparation de ces grandes nations, c'est celles qui se préparent sur le long terme. Voilà, contrairement aux petites nations qui vont step by step. Là, effectivement, ces nations s'imposent naturellement en attendant les grosses confrontations qui commenceront, les matchs couperés qui commenceront à partir de ces huitièmes de finale. L'Égypte, l'ADN de la gagne, donc on peut le dire et on est d'accord dessus, se précise tout simplement. L'Égypte joue à domicile, 5e organisation à domicile, plusieurs titres de champion d'Afrique. Quoi de plus logique que de le penser? Quoi de plus logique? L'Égypte a les armes pour aller chercher ce trophée, au même titre que d'autres nations, mais peut-être un tout petit peu plus parce qu'à domicile, parce que derrière l'Égypte, il y a un public. Il aura suffi de regarder la majorité des rencontres pour vous en rendre compte justement que malheureusement, on peut avoir des matchs où les tribunes ne sont pas toujours remplies. L'Égypte, donc, poussée par le 12e homme, en plus d'être une des grosses équipes de cette CAN, se donnera inévitablement les moyens d'aller chercher ce trophée. On va parler de la RDC. On va parler de la RDC de Ibenge. Égypte-RDC 2-0. Cela donne pour la RDC une deuxième défaite qui est une défaite de trop. La RDC n'est pas encore éliminée, c'est vrai. Il y aura un troisième match. Il y a aussi que la RDC peut encore jouer donc l'une des meilleures troisième places. Mais ça n'empêche pas que la RDC est plus proche de la sortie et le troisième match sera décisif. Donc la RDC pour nous se fait peur. Oui, la RDC se fait peur, comme vous l'avez dit. Elle est pratiquement cette équipe dos au mur. Elle n'a plus son destin en main. Pour se qualifier, il faudrait aller cravacher, aller puiser déjà pour gagner et avoir le maximum de goal average pour pouvoir espérer une troisième place qualificative. Mais je crois qu'avec le moral entamé, 2 défaites, ça risque d'être un peu compliqué pour ces garçons. On sait également leur prochain adversaire qui n'est pas... c'est un garçon, je veux dire, un os dur à croquer. Et donc, je crois que peut-être une sortie honorable pour ces garçons. Oui, tout à fait. Moi, je vais être beaucoup plus tranché que vous. À mon avis, cette équipe, même en remportant le dernier match, elle aura 3 points. En fonction du résultat, là, elle est à -4.
En termes de, ça va être très très difficile par rapport aux résultats des autres groupes et à ce que l'on constate un peu sur l'ensemble de ces groupes qui sont ouverts en termes de. Mais moi, cette RDC, elle m'a laissé une double sensation, saveur. J'ai trouvé avec beaucoup d'envie, beaucoup de liant. Oui. Malheureusement, de la maladresse dans certains derniers gestes et surtout de la malchance avec ces deux buts, ces deux balles sur la transversale. Et non, ils ont cherché à faire des choses, à faire du jeu, mais malheureusement, ils ont été inefficaces. Maintenant, il leur restera, comme a dit Alexis, le sursaut d'orgueil. Je sais que c'est un peuple qui a un amour propre très accentué et ils tenteront de gagner, glaner ces 3 points pour ne pas sortir. Voilà. Moi, je reste réaliste et j'épouse parfaitement ce qu'ils viennent de dire mes deux prédécesseurs, à savoir que la RDC, pour se sortir aujourd'hui, ça sera vraiment difficile. Il l'a dit, M. Mebalé, les statistiques ne trompent pas. Pour qu'ils espèrent être un des meilleurs troisièmes aujourd'hui, il va déjà falloir marquer minimum 3 buts. Oui. Parce que sinon, il reste à moins. Mais comme les statistiques, si vous me permettez, c'est comme les mini-jupes, ça vous donne des envies, mais ça vous cache l'essentiel. Oui. Il n'est pas évident, avec une RDC que je ne vois pas en dedans, aller mettre 4 buts lors d'une rencontre. Maintenant, attendons de voir, parce qu'ils se doivent quand même de sortir par la grande porte. Alors, donc, ils sont plus proches de la sortie et ça risque de rester quand même donc, un regret pour cette génération. Et surtout que le client, c'est le Zimbabwe, si je m'abuse. Et le Zimbabwe, déjà en poule, a causé énormément de problèmes à cette équipe de la RDC. Oui. Et donc, le Zimbabwe connaît là où il faut aller appuyer pour faire mal. Donc je crois que ça doit être une rencontre très, très, très disputée au couteau à la limite. Ce qu'il faudrait faire comprendre à cette génération, ils ont déjà des joueurs talentueux, c'est des joueurs qui jouent un peu partout dans le monde, mais à l'image un peu du football mondial et plus en Afrique, vous n'avez plus ces étincelles que la RDC ex-Zaïre avait à l'époque. Donc c'est la notion, comme le disait ici sur le plateau Anissé Yalas, la notion de collectivité, de cohésion, de projet de jeu qui peut sortir ces équipes sans grande vedette particulière de situations difficiles et obtenir les résultats conséquents. La RDC, c'est un peu moins de 100 millions d'habitants. Oui. Ils sauront retrouver les ressources nécessaires ou les hommes nécessaires pour se reconstruire. Mais il leur faudra beaucoup plus d'organisation surtout et d'abnégation parce que ils perdent cette qualification, à mon avis, sur le premier match. Oui. Il y a eu de la suffisance, à mon avis, face à cette équipe du Soudan et ils ont été rattrapés par la vérité du terrain. Le coach Ibenge était beaucoup sous pression avant même cette rencontre, donc ce n'est pas toujours aisé pour un coach d'être décrié pour une compétition. Ce n'est pas toujours évident, il faut avoir le mental, le moral pour gérer toutes ces... Bon, c'est du ressort également des techniciens qui peuvent se transcender de ce genre de considérations. Mais oui. Oui, non, mais M. Florent Ibenge, que j'ai eu l'honneur de connaître un tout petit peu, m'a toujours donné l'impression d'avoir la tête sur les épaules et les épaules bien en place. Malheureusement, il y a dans ce domaine-là des éléments que nous ne saurons maîtriser. Ouais. Je reste convaincu, pour avoir déjà échangé avec lui, qu'il fera tout pour que la RDC sorte par la grande porte, ou du moins la tête haute. Maintenant, il serait vraiment dommage qu'au sortir de leur dernière rencontre, la RDC qui représente aussi quelque part la sous-région, oui, sorte par la plus petite des portes. Oui, et ce serait un gâchis. Ça serait vraiment un gâchis parce que, au regard des équipes représentatives de différentes zones dans cette CAN, il ne va plus nous rester grand monde. Voilà. Après, pour Ibenge, vous en parlez avec sympathie, mais ça va aussi marquer la fin d'une histoire.
Oui, la fin d'une histoire, oui. Après son sort, s'ils sont sortis par la petite porte, ce que nous ne souhaitons pas, mais bon, ça va être compliqué face au Zimbabwe, on se l'est déjà dit ici, Ibenge, on tendrait vers la fin. Ouais, oui, connaissant le fonctionnement de nos États. Alexis l'a dit, c'était très tendu déjà à l'entame de cette compétition. Là, avec ces résultats, ça ne va pas arranger les choses, mais il me semble que sur le... je ne sais pas comment appeler ça, le cursus d'un entraîneur et dans une sélection, je pense qu'il a atteint quand même son apogée et il serait, à mon avis, souhaitable. Personnellement, si j'étais son conseiller comme M. Yala, je me permettrais de lui, avec toute la... C'est un technicien de haute volée. Oui, je suis d'accord. J'ai encore suivi un élément très intéressant sur une chaîne concurrente. Il a eu le discours entre la première défaite et ce match, contre un discours digne de... vous sentez le sélectionneur aguerri dans le métier, mais malheureusement, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas en football et le football va très vite. Je voudrais rebondir en disant que finalement, nous avons observé où se trouve le meilleur des conseillers de M. Florent Ibedeng. Mais non, pour enchérir ce que vient de dire M. Alfred Mebale, ce que nous pensions aussi être un inconvénient hier peut être un avantage aujourd'hui pour M. Florent Ibenge. À savoir que si jamais ça ne passait pas, j'entends la qualification n'était pas acquise, il n'y a pas de raison parce qu'il est Congolais qu'il ne continue pas à servir ailleurs, contrairement au fait que il a tout ce bagage-là, il a toute cette expertise-là. Donc moi je pense qu'il n'a pas fini de servir son pays et partant l'Afrique dans ce domaine-là. Mais ce sera juste que ce chapitre-là, cette page, il faudra tout simplement la tourner. On va attendre le dernier match de la RDC, match qui sera donc décisif. Il y avait Ouganda-Zimbabwe également. Ils se sont séparés sur un mur, un but partout. Ouganda-Zimbabwe, ce qui nous intéresse surtout derrière, c'est au-delà de la qualité du match, il y a surtout que ce match était arbitré par le Gabonais Eric Otogo. Castane. Oui, Eric Togo, comme vous le disiez, est rentré en selle. Il a fait un match, à mon sens, je ne dirais pas parfait, mais il a tiré son épingle du jeu. Il a eu la rigueur qu'il faut, l'impartialité. Il a rendu une copie vraiment honorable. Je crois que pour la suite, il faut un peu plus peut-être de pondérance et puis le reste, ça va suivre. Oui. Pour ce qui concerne Eric, je dirais que c'était un match correct. Un match correct, il a fait. Un arbitre dont on ne parle pas est un arbitre qui réussit son match. Et effectivement, on n'en a pas du tout parlé. Et même les chroniqueurs sur Canal n'en ont pas fait état. Donc, félicitations. Voici un Gabonais qui est en train de porter haut, même si cela ne transparaît pas, qui est en train de porter haut le sifflet national. Nous parlions de nos représentants de la sous-région au niveau de cette compétition. Il y a eu le Camerounais à l'entame à l'ouverture. Il y a eu le Congolais la veille sur le match, un des matchs précédents. Là, nous avons le Gabonais. Ce sont des prestations, somme toute, honorables. Et Otongo se positionne comme l'un des meilleurs sifflets, qui confirme plutôt comme l'un des meilleurs sifflets déjà de la sous-région, mais du continent. On va quand même revenir un peu sur ce petit incident qui a failli faire qu'il n'y aille pas, qu'il ne soit pas à cette CAN. Après, on veut comprendre, nous l'avons eu hier, il disait que c'était quand même important pour lui d'être présent à cette CAN parce que les arbitres aussi ont leur délai, leur durée à ce poste. Donc, on peut juste lui souhaiter de bien finir sa CAN et de porter haut à ce niveau le vert, jaune, bleu. On rappelle donc Nigeria, Guinée, c'était 1-0 pour le groupe B. Ouganda, Zimbabwe, c'était 1-1 pour le groupe A. Égypte, RDC, c'était 2-0. Il reste l'éternelle problématique des stades vides. Oui. Stade vide. À l'exception de quelques rares, notamment contre l'Égypte. L'Égypte joue les stades qui sont... Oui, mais ça s'est vu hier, ça s'est confirmé hier, parce que l'Égypte jouant le second match
à 15-10 minutes de la fin du premier match, le stade était quasiment plein. C'est vraiment dommage. On espère tout simplement que plus la compétition va avancer, et bien plus les gens prendront sur eux de se rendre au stade. Vous vous rendez compte de la pression supplémentaire que cette nation met un peu sur tout ce qui est organisation, et je pense, nous parlions de l'arbitrage. La volonté, il faudra quelque part, si l'on veut donner des couleurs à cette compétition, que l'Égypte aille finalement au bout pour voir ce magnifique public, 74-75 000 spectateurs lorsque cette équipe joue. Sinon, on risque de frôler, et je ne l'espère pas, le pire pour nos tribunes. Voilà, il faut dire que le public fait partie de cette fête de football africain. Et ce n'est que bien de savoir que le public effectue le déplacement, qu'il fasse également un effort, c'est un pied du nez, qu'il fasse un effort aussi pour venir soutenir les autres. Parce que jouer sur un terrain creux, ça dénote un peu. J'espère qu'ils vous entendent. Merci. C'est tout le bien que nous souhaitons à ce peuple, je veux dire, égyptien, qui nous fait plaisir. À chaque fois que ses représentants jouent, l'ambiance ne désemplit pas et la ferveur également est toujours de mise. Amoureux du football, c'est la fin donc de ce rendez-vous Point Cannes du jour. J'étais avec Anissé Yala, Alfred Mibale et Georges Alexis Bada. Ce fut un réel plaisir et ce sera un autre plaisir de vous retrouver demain sur Gabon Première. Au revoir.